Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Thierry Guerrier. Alors, deuxième partie de cette matinée, on est ensemble jusqu'à 13h. Tout à l'heure, on parlera des coulisses des Jeux Olympiques avec les JO dans tous leurs états. Mais d'abord, nos 4 débatteurs que je vous présente ce matin. Alors, il va falloir que je joue le rôle d'opposant de gauche, par exemple, parce qu'on va être très centre-droit-droite ce matin. Mais bon, on verra comment vous allez réagir et comment vous allez commenter l'actualité. Ça, c'est notre ami Thomas Alexoser qui est là et que je présente. Le secrétaire général Les Centristes, vous voyez, je ne peux pas être plus clair quand je dis centre-droit. Vous êtes conseiller départemental du département de l'Eure, Thomas Alexoser, bonjour à vous. Jérôme Dubus est avec nous, Jérôme Dubus, membre du pôle idée d'Horizon. On reviendra sur le budget dans un instant avec vous. Samuel Lafont, porte-parole de Reconquête, proche d'Éric Zemmour. Et votre média s'appelle Damoclès. Bonjour à tous. Jean-Philippe Dugoin-Clément, un autre élu, maire UDI, monsieur le maire, bonjour, de Mency dans l'Essonne, vice-président de la région Île-de-France, centriste, vous aussi, UDI. Merci de votre présence ce matin, tous les 4. On va commencer par vos coups de cœur et vos coups de gueule respectifs, mais on parlera tout à l'heure de la situation politique, le feuilleton politique de l'été. Je le dis comme ça a l'air d'une galéjade. En réalité, on se demande si tout à l'heure, là, le Conseil des ministres va démarrer dans 1 heure, si Gabriel Attal et son équipe restent encore quelques jours pour gérer les affaires courantes ou non jusqu'à la fin des Jeux Olympiques, et puis comment ils vont répondre, lui ou une autre, à la situation. On en a parlé il y a quelques instants avec Agnès Vernet-Molinier, la situation budgétaire de la France, pour éviter qu'on se retrouve comme la Grèce il y a quelques années, mise sous tutelle. Et puis la gauche est-elle en train d'exploser? La droite, qu'est-ce qu'elle est en train de nous préparer? Et puis qu'est-ce que c'est que ce ticket Trump-Vance aux États-Unis? Ce sera peut-être un de nos sujets si on en a le temps tout à l'heure. C'est pour les Zémouriens, ça. C'est pour les Zémouriens. Vance. Ah bon. Ils vont adorer Vance. On va voir ça tout à l'heure. Quel est le profil de ce garçon de 39 ans qui devient le vice-président potentiel si Donald Trump est réélu, évidemment, et élu président des États-Unis. Mais si la Chambre le confirme. Oui, alors il y a tout un processus, vous avez raison. Après. Mais enfin, pour l'instant, il est le binôme du candidat des Républicains. Thomas Alexoser, votre coup de cœur, pour commencer par vous, qu'est-ce que vous voulez nous dire ce matin? C'est un coup de cœur pour nos forces de l'ordre, policiers, gendarmes, militaires. Militaire a été violemment agressé hier à la gare de l'Est. Gare de l'Est à Paris. À 10 jours des Jeux Olympiques. C'est un coup de cœur pour les forces de l'ordre à qui on demande énormément, qui tiennent cet agenda incroyable qui a démarré depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, à travers les cérémonies du 80e anniversaire de la Libération, qui s'en suivent par une traversée dans la France entière de la flamme olympique, puis du Tour de France, et qui vont converger en nombre à Paris, dans la région Île-de-France et partout en France dans les épreuves délocalisées pour les Jeux Olympiques, avant d'enchaîner sur les festivals, avant d'enchaîner sur la flamme paralympique, etc. Le coup de cœur, il s'adresse à qui? Aux forces de l'ordre, pour leur dire merci et bravo. En toutes circonstances, de garder leur sang-froid, d'assurer leur mission et de répondre toujours aussi présent dans des événements qui se déroulent de manière incroyable. La flamme paralympique, c'était une manifestation dans laquelle des centaines de villes ont été traversées dans des dispositifs de sécurité énormes. Et ça s'est bien passé. Et ça s'est très bien passé. Le Tour de France, on en a peu parlé depuis 2-3 semaines, c'est aussi très bien passé. Et là, on arrive dans une période difficile, que va être les Jeux Olympiques, avec cette cérémonie qui va être en plein air, et j'espère en tout cas que tout se passera bien, et je pense qu'on peut remercier les forces de l'ordre pour leur travail et leur engagement. En l'occurrence, ils font le job, et puis ils sont disciplinés, et ils sont plutôt efficaces, sauf que beaucoup ont un peu râlé au début de l'année, quand ils ont vu que les plannings sur les vacances d'été, c'était niette cette année. C'est-à-dire beaucoup de gendarmes, policiers... on leur demande beaucoup, parce que la France ne s'arrête pas non plus, parce qu'il y a les Jeux Olympiques, il y a des festivals, il y a des manifestations. La France est quand même l'un des premiers pays touristiques au monde. Mais du coup, tout le monde est sur le pont. Donc ils sont sur le pont, et c'est pour ça que je voulais leur dire merci et bravo, et saluer leur travail et leur engagement. Ok, c'est bien noté. Alors on est sur le même sujet, mais vous, c'est plutôt version Samuel Lafont, coup de gueule. Oui, puisqu'on a l'impression que c'est devenu banal en France. On a un militaire qui s'est fait agresser, poignardé, entre les 2 omoplates. Concrètement, c'est le cœur ou les poumons qui sont visés. En tout cas, c'est au milieu du dos, agressé à la gare de l'Est. À la gare de l'Est. Je rappelle qu'il y a quelques années, on avait eu une agression par un Égyptien contre des militaires également de Sentinelle au carrousel du Louvre.
Oui, et puis à la Défense également aussi. à la Défense. On a eu également une attaque en voiture avec un Algérien qui avait foncé sur des militaires à Levallois-Perret. Et puis ça passe presque comme une lettre à la poste. On s'habitue malheureusement à ça. Oh, qui dit ça? Qui en fait? Regardez, on en parle beaucoup moins, mais vous savez comment ça se passe, c'est que c'est humain. On finit par s'habituer malheureusement. On s'habitue à ce qui se passe sur notre sol. On s'habitue malheureusement à ces attaques. On verra si ce sera considéré comme attentat. On nous dit que cette personne-là, la personne qui a attaqué le militaire, aurait des problèmes psychiatriques. Je rappelle qu'elle c'est sûr. Il a été elle a été condamnée. Oui. En tout cas, cette personne a été déjà condamnée 2 fois pour des violences conjugale. Elle est accusée également d'un meurtre, mais bon, on a dit que c'était pas sa faute. C'est un immigré qui est venu en France. Voilà comment il nous remercie. Non, c'est un Français. C'est un immigré. Il peut avoir la nationalité française en étant immigré. Il est immigré qui vient de la République démocratique du Congo. Et donc voilà comment il nous remercie, cet homme. Et je trouve non seulement qu'il y a un souci, c'est qu'on banalise ces faits-là. On en parle un petit peu, mais on devra, dans un autre pays, imaginez notre pays, comment ça se passerait si c'était au Japon. Aujourd'hui, on en a parlé beaucoup plus. Pardonnez-moi Samuel, mais hier soir, j'ai regardé en direct, dès qu'on l'a appris, évidemment, je suis allé faire mon travail, j'ai regardé comme tout le monde les réseaux sociaux, mais surtout les chaînes d'infos en continu. Non, pardon, c'était quand même très présent. Non, il ne faut pas tout mélanger. Juste pour terminer, on peut regarder sur Twitter. Sur Twitter, on n'en parle déjà plus. Est-ce qu'on en parlera demain? Non, mais ça veut dire que, mine de rien, on s'habitue, on le savait, c'était déjà écrit. Quand il y a de plus en plus d'attaques, on finit par s'habituer, la population s'habitue parce qu'elle ne veut pas être. Vous voudriez faire quoi à la place? Ça a été très bien annoncé hier, toute la soirée. Et ça résonne avec ce que disait avec Thomas à l'instant, c'est que malheureusement, il faut qu'on rétablisse enfin la sécurité sur notre sol. Et on va en parler tout à l'heure, mais il y a un gouvernement là on cherche le gouvernement en formation. Il faut que le gouvernement en formation réponde à l'attente des Français en termes de sécurité. Oui, Thomas. Il ne faut pas tout mélanger, je pense, entre des attentats commis, revendiqués ou organisés en tant que tels, et vraisemblablement le cas de cette personne qui relève de la psychiatrie. Je pense qu'il y a un vrai sujet en France sur le traitement des personnes dans la sphère et dans l'organisation de l'univers psychiatrique. Ils font un sacré boulot eux aussi, et ils sont pas nombreux. Il y a un problème malgré tout, puisqu'on voit quand même que cette personne qui a déjà commis des faits très très graves était en liberté alors qu'il était sur suivi psychiatrique. Donc je pense qu'il y a un sujet sur la psychiatrie en France qui est un vrai sujet, sur les moyens aussi que l'on donne aux professionnels de la psychiatrie, aux hôpitaux psychiatriques qui ne sont pas suffisants et qui ont plusieurs fois appelé à l'aide dans des situations très très graves. J'appelle, contrairement à mon ami de droite, à ne pas tout mélanger entre de droite dans le studio faits, et de droite dans les faits. Droite à ma droite. J'entends l'argument de Thomas. Le hasard fait que nous nous connaissons depuis notre jeunesse. Nous avons fait nos études dans la même ville il y a 15 ans. Ah, bah ça c'est un scoop, je savais pas ça. Une petite réaction aux deux, Jérôme Debus. Au coup de cœur, au coup de gueule, parce que autant je partage le coup de cœur et depuis 2005, effectivement, on pourrait faire un coup de cœur à nos forces de l'ordre tous les jours. Depuis les émeutes de 2005, ils sont surchargés, les manifestations, tout ce qui s'est passé, les attentats, etc. Bref, alors là, c'est effectivement le pinacle, parce qu'on arrive aux Jeux Olympiques, et les Jeux Olympiques, c'est effectivement le coup de couteau d'hier soir. Donc je partage totalement. Mais je vous dis, ça nous sensibilise tous, parce que le vrai sujet, c'est la sécurité des JO. Ça fait 20 ans avec la politique du chiffre de Nicolas Sarkozy qui sont sous tension. On le sait très bien. Bon, alors il y a plus ou moins des périodes de mobilisation, de tension, etc. Mais je dis, le coup de cœur, on pourrait le faire quotidiennement depuis 20 ans. Bon. Quant au coup de gueule, excusez-moi, c'est le fonds de commerce de M. Zemmour. La sécurité, ça concerne les Français. Non, c'est pas la sécurité, là, c'est l'exploitation. C'est l'immigration aussi, c'est l'exploitation d'un fait divers. On connaît, on sait ce que ça a donné. Vous avez fait 1% législatif, donc voilà. Bon. Oui, mais cela dit, pardon, Jérôme Debus, mais passons à autre chose. Parce que ça a été. Mais c'est quand même pas ça qui s'est montré dans les urnes. Mais l'information hier a été relayée. Enfin, encore le Figaro ce matin. Vous n'avez pas compris ce que j'ai dit, en fait. C'est le premier titre du Figaro. Et c'est normal. Mais très bien, mais 34% des électeurs se sont exprimés en faveur de. Il n'a pas fait 34%. Il y avait 3 blocs. On peut parler de mode de scrutin, si vous voulez. On peut parler de mode de scrutin, si vous voulez. Non, on va pas revenir sur ce sujet-là. Oui, ils ont fait 1%. Non, mais vous n'avez pas l'air d'entendre mon objection. Mon objection, je pousse un peu celle de Samuel Lafont, qui est de dire c'est une des préoccupations réellement des Français. Mais essayons de ne pas l'exploiter politiquement, c'est tout. Vous voulez pas rétablir la situation. Qu'est-ce qu'en pense l'élu que vous êtes de terrain? Vous avez une police municipale à Mennecy? Oui, importante en termes d'effectifs. On est à
un effectif en uniforme pour 1000 habitants, ce qui fait des ratios élevés. Moi, Mennecy, c'est la commune d'Essonne dans laquelle on compte le plus de caméras. On met énormément de moyens. Et les moyens qu'on met, c'est aussi faire face au désengagement de l'État, si on dit les choses. Parce que globalement, depuis 20 ans, on a assisté à des transferts de compétences, certains actés de la part de l'État, d'autres beaucoup plus masqués. La brigade de gendarmerie territoriale, qui est celle de Mennecy, qui comprend une territorialité importante, c'est la plus importante en termes d'activité en Essonne, c'est 32 militaires. On est un peu remonté, on est au plein des tableaux des effectifs, ce qu'il faut dire. On était à 27 il y a de cela quelques années. Et vous avez combien de policiers municipaux comme ça 15, on saura 15, donc vous avez 15 000 habitants. 15. Quoi. Et donc 32 pour 27. La réalité, c'est que ce 32 du tableau des effectifs, c'était déjà le cas il y a 20 ans. On est sur un secteur où la population a augmenté de plus de 20%. Et donc on voit bien le transfert larvé de compétences qui se fait sur les collectivités. On le voit sur la vidéoprotection, qui est payée, qui est financée par les collectivités. Et on voit que de plus en plus, eh bien, les collectivités agissent parce que l'État régalien se désengage petit à petit. Au-delà de ça, par rapport à ce qui a été dit, le coup de cœur sur les forces de l'ordre, tout le monde ne peut que le partager. Mais effectivement, c'est quelque chose de quotidien. Moi, ce que je ne veux pas sur un fait divers comme ça, c'est stigmatiser l'origine ethnique de la personne. On a un problème de réponse pénale, on a un problème de réponse psychiatrique dans beaucoup de cas. C'est des choses qu'on vit, qu'on connaît au niveau local, parce que malheureusement, assez souvent, sans être sur des faits aussi graves, on a des répétitions d'actes de délinquance qui ne sont pas sanctionnés ou qui mettent très longtemps à être sanctionnés. Mais pour moi, la question est celui de la réponse pénale, y compris de l'accompagnement psychiatrique, beaucoup plus que la question de l'ethnie ou de la nationalité d'origine de la personne. Ça compte si c'est lié à l'immigration quand même. En plus, c'est pas la délinquance, c'est pas la délinquance, c'est une tentative de meurtre. 4 générations qui commet un assassinat, on va pas aller lui reprocher d'être français depuis 4 générations. On peut quand même poser la question de l'immigration massive premièrement et le fait que la France a octroyé depuis des décennies la nationalité française. Oui, mais pas à cette occasion d'un fait divers. Comme si elle on peut avoir une discussion avec vous aussi, on peut en parler. Mais quand c'est Jean-Philippe Dugoin, Clément, Samuel Lafont, Thomas Alexoser et Jérôme Dubus qui ne se sont pas mis d'accord sur ce sujet tout à fait, même si globalement, vous avez bien compris, vous êtes à peu près tous d'accord sur le coup de cœur au moins. Absolument d'accord. On se retrouve avec les 4 débatteurs dans un instant. Restez avec nous sur Sud Radio. À tout de suite, les grands débats de l'été. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Thierry Guerrier. Et c'est la partie mettez-vous d'accord avec nos 4 débatteurs jusqu'à midi avec vous. Jérôme Dubus, membre du pôle idée d'Horizon d'Édouard Philippe. Thomas Alexoser, secrétaire général du groupe Les Centristes, conseiller départemental de l'Eure. Samuel Lafont, un proche d'Éric Zemmour, porte-parole de Reconquête. Et Jean-Philippe Dugoin-Clément, maire UDI de Mennecy dans l'Essonne. Alors, Jérôme Dubus, votre coup de cœur ou votre coup de gueule, c'est quoi ce matin ? Non, c'est un coup de cœur. Ah ouais, c'est un coup de cœur. Mais moi, je me fais harakiri ce matin. Allons-y. Oui. Donc, je suis complètement maso. Allons-y, c'est quoi votre masochisme ? C'est un coup de cœur au rapport de la Cour des comptes hier sur les finances de la France. Ouais. Oui. Je vois pourquoi vous êtes maso. Membre parce de que l'ex-majorité présidentielle. Votre patron, il a été Premier ministre quand même pendant quelques mois. Au rapport de la Cour des comptes sur les finances de la France. Bon, pourquoi ? Vous dites la même chose quand vous le voyez, Édouard Philippe. Vous lui dites Coco, tu t'es gouré, tu t'es planté. Non, mais attendez. On va en parler. Bon. Pourquoi je donne ce coup de cœur ? Parce que ce rapport sur la Cour des comptes, qui est d'ailleurs absolument incontournable, parce que tous les ans, la Cour des comptes fait ce rapport. Il a été reculé à cause des élections législatives. Mais d'ailleurs, il y a un débat dans le débat, parce que franchement, on aurait pu avoir ces chiffres avant. Il aurait dû... Bon, on les avait, les chiffres, globalement. Mais d'accord, très bien, mais la Cour des comptes il aurait dû pas donné aux sortir Français au mois de les juin. éléments de réflexion. Comme tous les ans, il sort au mois de juin. Bon, d'accord. Donc c'est sur l'exécution du budget 2023 qui est mauvais. L'exécution est mauvaise. On aurait dû avoir 4,8, 4,7 de déficit, ce qui est déjà énorme. On est à 5,5 là. On est à 5,5. Bon, donc l'année 2023 aurait été mauvaise, alors que tous les autres pays en ont profité en 2023 pour essayer de commencer à rééquilibrer leurs comptes. Bon, nous pas. Donc on arrive à être le 3e pays endetté de la zone euro. Vous en sortez bien parce qu'au fond, l'année que vous citez, il n'y a plus d'Édouard Philippe à Matignon, c'est-à-dire que c'est Elisabeth Borne. On peut remonter à plus loin si ça vous fait plaisir. Non, mais la tendance est là.
La tendance est là. Bon, c'est plus d'endettement, c'est plus de déficit, c'est plus de dépenses publiques. On a l'impression que la Macronie, à un moment donné, en réalité, a lâché c'est plus prise, d'imposition. finalement. Non, oui, la Macronie n'a pas lâché prise. J'en termine sur la démonstration, parce que au fond, on va se demander pourquoi je fais ça. Bah oui, je voudrais comprendre pourquoi tout d'un coup... En se tirant une balle dans le pied. Tout simplement parce que moi, j'ai été horrifié des débats qu'on a eus pendant ces 15 jours de législatives, d'élections législatives, où à aucun moment, on a abordé les vraies problématiques de la France. À aucun moment. Clairement. On a parlé de mauvais candidats du RN, on a parlé de barrages, on a parlé de tripatouillage à gauche pour essayer de s'entendre, mais à aucun moment on a parlé des problèmes réels de la France. Ça a arrangé un peu la Macronie aussi. Je sais pas, mais en tout cas, je termine sur ce sujet-là. C'est pour ça que je mets en coup de cœur ce rapport de la Cour des comptes qui décrit parfaitement la situation de la France. Et quel que soit le gouvernement, je dis bien quel que soit le gouvernement, il va falloir enfin qu'on arrive à redresser nos comptes. Thomas Alexoser. Oui, mais on est tombé dans une habitude d'avoir ces déficits extravagants. Et je trouve que le pouvoir sortant, le pouvoir en place a une responsabilité colossale. L'année dernière, on n'avait pas de Covid, on n'avait pas de crise économique particulière. On a fait 170 milliards, mais 170 milliards de déficit l'année dernière. Je ne parle pas des premières années du conflit, etc. Même l'inflation l'année dernière, elle a été un peu contenue. Mais 170 milliards l'année dernière de déficit budgétaire. C'est-à-dire que c'est autant que pendant la crise des subprimes en 2008, alors qu'il n'y avait aucun fait international ni économique majeur pour justifier cela. Et je pense que le gouvernement n'a pas su qu'est-ce contenir... qui s'est passé Mais parce que la politique du chèque et aucun contrôle de la dépense publique qui, depuis 2-3 ans et depuis le Covid, est partie à volo. On a ouvert les vannes, on n'a pas fermé les robinets. Il n'y a pas eu un budget en équilibre depuis 1973. On n'a jamais dépassé 100 milliards de déficit dans l'époque de Hollande et de Sarkozy. Jamais. Jean-Philippe Ducoing-Clément. Deux choses. La première, c'est que parler des déficits, c'est quelque chose qui parle très peu électoralement aux Français. Et on voit bien les plateformes quand on prend la NUPSE, on en parlera tout à l'heure, on est sur des plateformes qui sont uniquement dépensières. On pourrait d'ailleurs... de programmes, c'est ça que vous voulez bien dire. sûr, les programmes électoraux, on est sur une accumulation de projets, de dépenses nouvelles qui viennent se surempiler sur un État qui est déjà totalement impécunieux. Et puis la deuxième chose, quand on parle d'économie budgétaire, ce qui est fait dans les collectivités, où dans les collectivités, on est amené à descendre dans le détail, d'aller chercher des économies. Mais l'État ne le fait pas. Le coût mais vous aussi, les maires, les présidents de département, vous réclamez de l'argent régulièrement à l'État. Vous dites que l'État se désengage, qu'il vous donne plus assez. Quand l'État demande est-ce qu'il y ait plus de places, tout le monde pleure. Mais quand l'État demande est-ce qu'il y ait plus de places de crèche, une place de crèche, ça coûte combien ? 10 000 € par an à une commune. Quand l'État dit, on a des plateformes électorales, des programmes électoraux qui nous disent, on veut du 100% bio et une gratuité dans les cantines. Un repas de cantine, c'est 10 € par jour. 10 € par jour. C'est facturé par les communes entre 1 à 7 €. On peut le facturer à 10 € au coût réel. Est-ce que les Français sont prêts à le payer ? 10 € par jour pour chacun de leurs enfants. La réalité, c'est qu'ils ne sont pas prêts à le payer. À côté de ça, quand on prend un certain nombre de dépenses de l'État qui sont aujourd'hui totalement aberrantes, je pourrais vous en citer, de rentrer dans le détail de manière extrêmement précise. On se rend compte que le travail d'économie qui a déjà été fait dans les collectivités locales, qui a été fait parce que 15 milliards de moins sur les dotations en l'espace de 5 ans. Vous avez fait quoi, par exemple ? Dans votre commune, vous avez supprimé quoi ou réduit ? On a réduit nos personnels, on a été amené à augmenter les impôts, on a été amené à augmenter les tarifs des prestations municipales, on a été amené à rééchelonner un certain nombre de dépenses d'investissement, ce que n'a jamais fait l'État. Ouais, Samuel Lafont. Là, on a déjà évoqué plusieurs sujets, on parlait de la sécurité, de l'immigration, on parle maintenant de dépenses publiques. Moi, je trouve que le vrai problème, depuis des années, c'est qu'on a l'impression qu'on s'est habitué à l'idée qu'on ne pourrait rien faire, qu'on ne pourrait pas rétablir la situation. Et on le sent souvent, on nous dit « Ah, mais ça, on ne peut pas le faire, on ne peut pas baisser les dépenses publiques, mais là, il faudrait 70 milliards. Personne ne va accepter qu'on réduise les retraites, qu'on réduise le nombre de fonctionnaires. On est tous bloqués, là. Désormais, il faut faire un effort qui est colossal. Mais ça fait des années qu'on nous dit « Ah, mais on peut pas supprimer telle subvention, on peut pas faire des choix ». On parlait de régalien à l'instant. L'État n'a pas su faire de choix pendant des années en disant « Bon, sur quoi est-ce qu'on mise d'abord ? L'armée, la police, la justice, qui est sous-dotée en France par rapport à d'autres pays européens. Elle a été surdotée là depuis comme jamais. Il y a un petit rattrapage par rapport à des années où elle était vraiment en galère, j'ai envie de dire, par rapport aux autres pays européens et surtout par rapport aux besoins dans le pays. Non, mais ce qui me désole, moi, c'est que pendant 15 jours, je l'ai dit tout à l'heure, aucun parti, y compris des partis de gouvernement, y compris le mien dans cette coalition, y compris des anciens partis de gouvernement comme le Parti Socialiste, comme LR ou comme les partis centristes, n'ont attiré l'attention sur ce sujet.
C'est ça qui est désolant, c'est-à-dire qu'on a une classe politique qui est complètement déconnectée, alors que les chiffres sont connus. Ils sont connus de tout le monde, de tous les états-majors. Je ne sais pas si vous avez écouté Agnès Verdier-Molinier de l'EFRAP il y a quelques instants sur Sud Radio. Eh bien, c'était affolant. Voilà. Elle nous disait, on va bientôt être sous tutelle. Enfin, elle est un peu excessive. Mais bon, même si elle n'est pas excessive, la situation est grave. Du FMI, la situation n'est pas désespérée, elle est grave. Bon, mais la classe politique danse sur un nuage. Je suis. Tout le monde. Mais si, tout le monde. Enfin, mais si. Il y a eu des prises de position très fortes. Mais qui dans cette campagne, le président de Nouvelle Énergie, président de l'Association des maires de France, appelle à une réforme profonde de l'État, à la suppression de nombre de structures et de sous-divisions. Mais ça ne se traduit pas dans les programmes des partis politiques. Enfin, dans le programme de la NUPES 2, rebaptisé Nouveau Front Populaire, c'était 200 milliards de dépenses nouvelles. Dans le programme du Rassemblement National, c'était 100 milliards de dépenses nouvelles. Dans le nôtre, il y avait aussi des dépenses nouvelles qui n'étaient pas financées. Quant à celui de LR et de ses associés, là aussi, c'était des dépenses nouvelles, c'était un festival de dépenses nouvelles. Enfin, quand est-ce qu'on va arrêter ça ? Voilà. Si je puis me permettre, ça date de l'engagement des dépenses nouvelles. Ça date d'après Raymond Barre, quoi. Ça date de 81. Depuis la gauche au pouvoir, personne, ni Jacques Chirac, ni Nicolas Sarkozy n'ont ramené on s'habitue au socialisme, mais on s'habitue au socialisme. Je parle de Sarkozy et de Chirac. Ce qui a été dit à l'instant est très juste, c'est que les déficits, ça ne parle pas. Ça parle très peu aux gens, parce que c'est des sommes très importantes, parce qu'on n'a pas directement la main dessus. En revanche, si on ramène ça au pouvoir d'achat, parce que ce qu'il faut rappeler, c'est que le pouvoir d'achat, c'est ce que l'État ne vous prend pas. Quand on fait énormément de dépenses qui ne sont pas contrôlées, quand il y a un millefeuille administratif énorme, quand on ne supprime pas toutes ces strates, in fine, les impôts augmentent, que ce soit localement ou au niveau national, et ce sont les Français qui payent. Et c'est autant de pouvoir d'achat en moins pour les Français. Je rappelle qu'il y a eu la crise des Gilets jaunes. Les Gilets jaunes disaient quoi ? Il y avait une augmentation du prix de l'essence. 10 milliards, ça a coûté. Mais ils disaient, j'ai envie de pouvoir vivre dignement du fruit de mon travail. Et il y a une partie de l'argent que tu avais plus à la fin du mois, c'était des impôts, c'était des taxes. Oui, mais alors, quant aux collectivités locales, vous êtes bien aimables, messieurs, mais je sais que Jean-Philippe gère parfaitement sa commune. Mais quand je parle de Paris, les bras m'en tombent. Oui, mais attendez, la ville de Paris, c'est 10 milliards ce ne sont pas toutes les collectivités locales. Mais vous êtes bien aimable, messieurs. Quand on augmente de 50% la taxe foncière, si vous voulez. Tout ce que vous nous dites là, c'est que vous êtes en train, en creux, d'annoncer que quelle que soit l'équipe qui a succédé à celle de Gabriel Attal, il va falloir réaugmenter les ressources de l'État. Ça veut dire les impôts ou les recettes. Sauf qu'avec ce qu'ils nous ont présenté pendant les élections législatives, c'était complètement aux côté de la plaque. Dites-le aux Français. On le dit ce matin. On va devoir augmenter les impôts. Qu'est-ce qui s'est passé quand Hollande a été élu ? On paye une accumulation de normes. Excusez-moi, dans ce pays, on paye une accumulation de normes. Ça, c'est le discours de David totalement folle. Totalement folle. Été 2012, Hollande devient président. La fête. Et quelques années après, redressement, augmentation des impôts. Alors on va voir dans quelques instants si vous vous mettez d'accord sur. On va voir si vous vous mettez d'accord, Jérôme Dubus et les autres débatteurs de Sud Radio. Mettez-vous d'accord, des grands débats ce matin. Après les infos de 11h. Dans quelques instants, on se retrouve pour poursuivre ce débat et notamment la situation politique, les nouveaux feuilletons, le gouvernement qui est en phase de réunion là, qui arrive à l'Élysée pour peut-être son dernier Conseil des ministres. À tout de suite, restez avec nous sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Thierry Guerrier. Et avant qu'on se retrouve à midi, dans une heure, pour les coulisses des Jeux Olympiques avec Joseph Ruiz, eh bien, nous retrouvons nos 4 débatteurs de Mettez-vous d'accord ce matin. Jean-Philippe Dugouin-Clément, qui est maire centriste UDI de Mennecy. Samuel Lafont, le porte-parole de Reconquête. Thomas Elexoser, secrétaire général Les Centristes et conseiller départemental de l'Eure. Et Jérôme Dubus, membre du pôle ID d'Horizon. Et c'est moi qui vais devoir faire le porte-voix de la gauche. Alors, du coup, et de cette gauche, peut-être, ce sera un de nos 3 sujets là dans l'heure qui vient. La gauche est-elle en train de donner raison à Emmanuel Macron en explosant ? Par ailleurs, la droite, que nous prépare-t-elle ? Et puis enfin, on reviendra peut-être sur le ticket américain Trump-Vance, qui est ce jeune James David Vance, choisi par Donald Trump pour être dans cette course à la Maison-Blanche, son éventuel vice-président. Alors, le feuilleton politique, messieurs, c'est chacun cherche sa majorité,
Je dis chacun parce que d'un côté, on voit que c'est devenu hyper compliqué à gauche, qui est au bord de l'implosion, et puis à droite, on va y revenir, il y a un travail en ce moment peut-être plus silencieux, plus discret, mais qui pourra peut-être finir par donner une coalition. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui est en train de se passer à gauche ? Ce qui se passe à gauche, moi, me déconcerte, parce qu'au final, cette alliance contre nature, qui était la même que la NUPES, qu'on a retrouvée sous un nouveau nom, ces gens-là ne sont d'accord sur rien. Qu'est-ce qu'ils vont décider sur le nucléaire ? Les communistes sont favorables à l'énergie nucléaire, les Verts veulent qu'on réduise et qu'on vise à attendre vers une réduction. Excusez-moi, mais ils vous ont apporté une réponse. Il y a un nom que j'ai pas cité, que j'aurais dû citer depuis le début, c'est Laurence Tubiana. Ce nom qui a émergé hier, c'est une anti-nucléaire. Tout ça, c'est un jeu. C'est un cirque, c'est un jeu. Huguette Bello, qu'on nous a sorti du chapeau, qui 24 heures après a dit non, je suis pas candidate. Maintenant, on nous donne le nouveau nom d'une dame dont on sait même pas si jamais elle est favorable ou pas, parce que son nom circule. Huguette Bello, elle a dit non 24 heures après. On voit bien que c'est un jeu, c'est un cirque, parce qu'en réalité, ils ne veulent pas gouverner. Parce qu'ils ont fait cette promesse honteuse de dire aux gens, on va augmenter le SMIC. Et après l'élection, ils ont dit, ah ben non, pour augmenter le SMIC, il faut un projet de loi rectificatif, parce qu'il faut créer un dispositif spécial aux entreprises, parce qu'ils savent quand même que si on augmente le SMIC à 1 600 €, on fait couler les petites et moyennes entreprises. Donc ils ne veulent pas le pouvoir. C'est un cirque. Mais Thomas Alexander, est-ce qu'au fond, je me fais l'avocat du diable, est-ce que c'est pas habile tout de même de la part de l'aile centrale du nouveau Front Populaire de suggérer le nom d'une personnalité de la société civile qui a été considérée comme assez compétente par le président de la République lui-même, qu'il a désigné pour présider la Convention citoyenne sur le climat. LFI a dit non. Elle a été... Non mais très LFI bien. A dit non. Mais c'est assez habile de sa part. Jean-Philippe Dugoin-Clément. Oui, après, c'était la période où M. Macron voulait réduire le nucléaire et n'était pas sur la relance du nucléaire avec 12 EPR quand on en parlait comme ministre. Ouais. Entre-temps, il y a eu un 180 degrés, comme le président n'a parfois le secret, mais on voit bien qu'effectivement, on a une gauche que rien ne rassemble. Vous parliez effectivement du nucléaire. Ça peut pas être un nom sur lequel même LFI finira par venir. Mais de toute façon, ça ne change pas le problème. On est sur une escroquerie. Enfin, c'est une folie que de pouvoir dire qu'on a gagné une élection quand on fait 30% des sièges, ça veut dire qu'on a 70% des gens qui ne veulent pas de vous. Et quand on a 70% des gens qui ne veulent pas de vous, c'est-à-dire que vous ne tenez pas une semaine, un mois sans avoir une motion de censure, c'est une folie que de dire on a gagné des élections, on fait notre programme, tout notre programme, rien que notre programme, et on ne parle pas. La situation telle qu'elle est devrait amener tous les responsables politiques à discuter avec les autres camps, y compris quand ils sont en désaccord. Mais la démocratie, c'est le fait d'arriver à parler de manière apaisée. Chose que refuse de faire la gauche aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'effectivement, LFI ne veut pas gouverner. Samuel Lafont, Jérôme Debus. Rappelons ce qui s'est passé avec ces législatives anticipées. D'abord, était annoncée une grande victoire du Rassemblement national qui finalement... Vous n'en faites pas toute l'histoire, on parle de Laurence Tubiana. Vous allez voir pourquoi c'est important. Qui, finalement, parce qu'avec le mode scrutin actuel à 2 tours, n'a pas eu le nombre de députés escompté par rapport au score au premier tour. Mais avant le premier tour, la gauche avait très peur, parce qu'elle savait que si elle partait dispersée, si elle ne faisait pas une NUPES 2, comme vous avez dit, eh bien... ils sont le plus gros groupe à l'Assemblée. Elle allait perdre énormément de sièges. Finalement, pour elle, c'est une magnifique surprise, parce que elle se retrouve avec un assez gros groupe, mais c'est pas une victoire. Et le jeu de la gauche depuis... Ils ont même pas 200 députés. Et le jeu de la gauche, depuis des jours et des semaines, c'est de dire on a gagné, pour faire entrer dans l'esprit des gens qu'ils auraient gagné les élections. Non, la gauche n'a pas gagné, elle n'a pas gagné les élections. 2, elle est en incapacité de gouverner. 3, ce qui se passe véritablement, c'est que vous avez un Mélenchon qui est totalement mis de côté par les autres parce que ni le PC, ni Europe Écologie Les Verts, ni le PS ne veulent de lui. Et ils continuent tous à dire ensemble qu'ils sont très nombreux, sauf qu'on sait très bien qu'en plus, Mélenchon est en tout à fait désaccord avec les autres et que l'autre partie de la gauche ne veut pas de lui. Donc ce qui peut se passer, il faut qu'on arrête d'être dans ce scénario, d'avoir forcément un Premier ministre de gauche qui est sorti du chapeau. Moi je suis électeur de gauche. On peut très bien avoir quelqu'un de droite, de centre-droit. Évidemment, on n'aura pas un Premier ministre du Rassemblement National ou de Reconquête demain. Il y aura probablement... Moi, je me mets à la place des électeurs de Sud Radio qui sont électeurs de gauche. Du centre-droit. Ils ont cru qu'ils avaient gagné. Ils sont désespérés. Vous n'écoutez pas mon objection. Si, je comprends. Non, vous n'écoutez pas mon objection. Mélenchon leur a menti à 20h. Le dimanche soir à 20h, Mélenchon ment à la télé. Il leur dit qu'il a gagné. Juste pour terminer, il faut se mettre à la place des Français. Il faut se mettre à la place des Français en général, dont une partie a l'impression d'avoir été volée avec cette élection. Les Français, ils demandent quoi? Électeurs de gauche désespérés. Ils parlent d'immigration,
de sécurité, de pouvoir d'achat. Eh bien, le gouvernement, quel qu'il soit, doit répondre rapidement aux urgences des Français. Jérôme Dubus, vous n'êtes pas électeur de gauche, mais vous êtes désespéré aussi. Non, j'ai jamais été électeur de gauche. Parce qu'ils se mettent pas d'accord. Peut-être que cette maladie va me frapper bientôt, mais ceux pour le qui moment, ont cru que la gauche avait gagné sont désespérés aujourd'hui. Parce que non, mais attendez, il n'y a pas que les électeurs de gauche qui sont désespérés. C'est la France qui est désespérée de voir ce spectacle depuis 10 jours, affligeant de tous les côtés. Affligeant à gauche, ça a été dit, je ne vais pas polémiquer sur le sujet. Vous êtes d'accord avec Samuel Lafont? Non, mais effectivement, ils ne s'entendent pas. Voilà, c'est l'alliance de la carpe et du lapin, on le savait depuis le début. Rien de commun entre LFI qui ne veut pas gouverner. Mais Tubiana, c'est habile, ce nom, mais Tubiana, c'est un leurre. Voilà, c'est un lièvre qu'on envoie sur la piste en disant de toute façon, elle n'ira pas jusqu'au bout du 100 mètres parce qu'elle va se claquer. C'est ce qui va se passer, pour prendre une métaphore. Oui, enfin, ils disent au président de la République, vous avez eu confiance en elle à un moment donné, donnez-lui Matignon. Le spectacle donné par la gauche, on en a parlé, le spectacle donné par le RN est affligeant aussi. En une heure, ils ont dit tout et son contraire en disant... Si c'est un gouvernement de droite, de centre-droit, on va le soutenir, etc. Même si c'est un gouvernement de gauche avec des gens de l'ELFI, on va le soutenir. Et une heure après, Madame Le Pen a été obligée de publier un communiqué en disant exactement l'inverse, qu'ils allaient voter la motion de censure. Donc là, c'est pas beau non plus. Non, mais là, vous parlez du RN, sur l'ex-majorité présidentielle, c'est pas terrible non plus parce que tout le monde se tire dans les pattes. Chacun essaye de reprendre ses billes. Tout ça, ce spectacle hallucinant qui est donné aux Français alors qu'ils se sont mobilisés à près de 70%, je peux vous dire que ça écœure de la politique. Ça écœure de la politique beaucoup de personnes. Je résiste pas au plaisir, c'est savoureux, de reprendre la formulation hier du communiqué, enfin en tout cas c'était un tweet de Jean-Luc Mélenchon, avec ce nous royal. Notre décision est la suivante, nous exigeons une candidature unique au perchoir, c'est-à-dire qu'il fait diversion, je veux qu'on se mette d'accord sur une candidature à la présidence de l'Assemblée nationale, et on rentre plus dans les discussions sur Matignon. Ce notre de Mélenchon, ça vous inspire quoi? Du marketing. Mélenchon essaie d'imprimer, de continuer d'exister. Il sait très bien qu'en fait... C'est ce qu'il essaie de faire paraître. Personne ne veut de lui, même parmi ses anciens amis, il y en a plusieurs qui disent surtout pas de Mélenchon parce que c'est un épouvantail, et puis avec les décisions qu'il a prises, les positions qu'il a prises par rapport au conflit israélo-palestinien, il y a encore moins de Français qui le soutiennent, il est relativement détesté à la population, et lui continue de faire comme si il était encore le chef. Mais c'est une stratégie de communication. En réalité, LFI, on le sait depuis le début, ne veut pas gouverner. C'est un peu comme le RN. Ce sont des partis de protestation. Ils gardent le capital électoral pour 2027. Ils vont voir que c'est pas tout à fait ce qu'ils avaient prévu. C'est le moins qu'on puisse dire entre leur programme et la réalité dont j'ai parlé tout à l'heure avec ce rapport de la Cour des comptes. Donc forcément, ils vont perdre des plumes dans cette affaire. Ils n'ont pas envie de perdre des plumes. Oui, Manuel Bompard de LFI dit Tubiana, c'est pas sérieux. Et puis alors Ruffin dit il faut changer de méthode. Et puis alors en revanche, Fabien Roussel, le patron du Parti communiste, dit c'est le naufrage. Si on se met pas d'accord, ça va être le naufrage. C'est-à-dire qu'il anticipe déjà l'idée que leurs électeurs vont se retourner contre eux. Jean-Philippe Dugoin-Clément. Ils ont déjà un problème, et c'est aussi un petit peu la volte-face de Mélenchon et de LFI. C'est dans 2 jours, le 18 juillet, il y a l'élection de la présidence de l'Assemblée. La question du Premier ministre, heureusement ou malheureusement, si un gouvernement doit tenir, ça ne pourra résulter que d'une coalition. Et ça risque de mettre plusieurs semaines. Et donc l'urgence pour les groupes politiques à l'Assemblée, c'est l'élection de la présidence de l'Assemblée, l'élection du bureau et des commissions. Je voudrais vous lire ce tweet de Sophia Chirikou, qui est députée de Paris et qui est bras droit de M. Mélenchon, de Jean-Luc Mélenchon, et qui dit « Le hollandisme, c'est comme les punaises de lit. Tu as employé les grands moyens pour t'en débarrasser, tu y as cru quelque temps, tu as repris une vie saine, à gauche, mais en quelques semaines, ça gratte à nouveau, ça sort de partout, il va falloir recommencer. » Mais on est chez les fous. On est chez les fous. Ces gens-là se détestent. Ces gens-là ne veulent pas gouverner ensemble. Tapez pas sur la table, elle y est pour rien. Oui, Sophia Chirikou finalement nous dit fort, c'est Hollande, c'est Hollande voilà, qui est caché. Et Tubiana, c'est du hollandisme. Et Tubiana, c'est du hollandisme. Elle a dit ça en réaction à Tubiana. Et derrière Boris Vallaud qui réagit ce matin sur France Info, qui attaque Madame la députée de Paris. Et Chikirou et pas Chirikou, on veut reprendre. Oui, vous savez, ça rejoint ce qu'on disait la semaine dernière sur
sur le mode de scrutin. Pourquoi ? Et pourquoi moi je suis pour la proportionnelle ? Parce qu'en fait, on s'habitue dans ce pays à ce que le concurrent électoral soit en fait un adversaire et que l'adversaire soit un ennemi. Et chacun cherche à détruire le parti qui est à côté. Là, on voit que Mélenchon essaie de détruire concrètement le reste de la gauche pendant des années. À droite, c'est un peu pareil. Et après, quand on a une situation actuelle où finalement il n'y a pas de majorité, alors qu'on nous vend ce mode de scrutin depuis des décennies en disant qu'il nous permet systématiquement d'avoir une majorité, eh bien avec personne qui est vraiment majoritaire, personne ne veut s'entendre parce que tout le monde a l'habitude seulement de se battre et pas de discuter. Eh ben, on y reviendra dans un instant, on verra si vous mettez d'accord, par exemple, sur l'idée d'un seul groupe parlementaire du nouveau Front Populaire. Restez avec nous, vous êtes sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Thierry Guerrier. Mettez-vous d'accord avec nos 4 débatteurs, les invités de Sud Radio ce matin. Jean-Philippe Dugouin-Clément, maire UDI de Mennecy dans l'Essonne. Samuel Lafont, porte-parole de Reconquête, un proche d'Éric Zemmour. Thomas Elixoser, les centristes et conseiller départemental de l'Eure, autre élu. Et Jérôme Dubus, membre du pôle ID d'Horizon. Vous nous disiez à l'instant, Jérôme, la gauche, je l'ai vu fonctionner quand j'étais au Conseil de Paris, se déchirer. Moi, je voudrais revenir sur une idée qu'avait lancé Alexis Corbière, un des purgés, vous savez, de la France Insoumise, qui avait dit au fond, parce que lui, il a tout compris, c'est là que ça va se passer, c'est au Parlement, dans cette nouvelle évolution de nos habitudes politiques et de ce parlementarisme qui revient de fait, eh bien, les rapports de force vont être déterminés. Jeudi, nous saurons, avec la présidence, l'élection à la présidence de l'Assemblée nationale, finalement, qui est qui, dans quel groupe se trouve qui, et finalement, comment se rapport. Et donc Alexis Corbière disait, il faudrait que le nouveau Front Populaire, cette nouvelle gauche, finalement, n'ait qu'un groupe unique, comme ça au moins les choses seraient simples. Alexis Corbière, il est bien gentil, mais là il rêve complètement. Enfin, je veux dire, il faut arrêter le virtuel là. C'est totalement illusoire. Non, mais ce serait cohérent. 4 groupes. Ce serait ça la démonstration de force de la gauche. Mais ils sont incapables de s'entendre déjà sur un nom. Comment voulez-vous qu'ils fondent leur groupe en un seul ? Ils resteront à 4 groupes. C'est tout. C'est une question d'image. En fait, ils jouent tous celui qui aura permis le plus l'union. Donc à Roussel, on entend Corbière qui disent regardez, on est tous ensemble, alors que tout le monde sait qu'ils ne le sont pas. C'est impossible parce qu'il n'y a aucun point commun entre eux. C'est quoi le point commun entre Monsieur Porte, Madame la bienveillante Madame Chikirou, Monsieur Delogu et quelqu'un comme Jérôme Guedj, comme François Hollande, qui sont à l'Assemblée nationale. Il n'y a aucun point commun. La réalité de cette NUPS 2 ou de ce nouveau Front Populaire, rappelons quand même que le Front Populaire, le vrai, c'était Léon Blum, et Mélenchon n'est pas Léon Blum, et c'était 55% de la Chambre, là où c'est 30% de la Chambre. Et la réalité, c'est qu'il n'y a rien en commun. On a d'un côté un parti extrémiste qui flirte avec l'antisémitisme, et de l'autre, on a des sociolibéraux qui sont des démocrates, qui sont des républicains. On peut partager ou pas leurs opinions, mais la réalité, c'est qu'il n'y a rien en commun entre eux. Au sein même de ce qui vous donne raison, là, Jean-Philippe Dugouin-Clément, ce matin, c'est qu'au sein même de ce groupe qui s'est mis d'accord pour proposer Laurence Tubiana pour Matignon, ils ne sont pas d'accord pour le perchoir. Les socialistes proposent Boris Vallaud pour la présidence de l'Assemblée. Les communistes proposent André Chassaigne, qui est un monsieur honorable et qui a fait un travail pendant des décennies de parlementaire assez respectable. Et puis Cyrielle Châtelain, Europe Écologie Les Verts. J'appelle à Charles de Courson, qui lui est déjà candidat. Député qui est le plus expérimenté de l'Assemblée nationale, qui est issu de ma famille politique, mais peu importe, et qui, je pense, saura être le garant du bon fonctionnement. C'est un monsieur qui a travaillé depuis des années à l'Assemblée, qui connaît bien Charles le sujet. a plus de 30 ans de mandat derrière lui, c'est un parlementaire extrêmement reconnu et qui s'est battu ces dernières années pour le respect les questions de dépenses publiques, du fonctionnement de l'Assemblée nationale, pour le respect de la démocratie, et qui, je crois, a une probité absolue et est un véritable défenseur de la liberté du Parlement. Enfin, il s'est payé Macron quand même à un moment donné. Charles de pouvoir faire l'union derrière lui, parce que ça serait un excellent président de l'Assemblée. Je reconnais la compétence de Charles de Courson, je reconnais son ancienneté, je reconnais son expérience. Il a un peu dérivé. Il connaît bien le sujet. Oui, il connaît pas. C'est l'un des meilleurs connaisseurs du budget, justement, et des lois de finances. Simplement, il a un petit peu dérivé ces dernières années sur la retraite, où il a fait n'importe quoi. Il a même voté une motion de censure. Il a voté une motion de censure. Parce qu'il a dénoncé la manière dont le gouvernement a poussé le texte. C'est pas ça. Jérôme Dubus. Bon, donc voilà, très bien, mais il y a
Donc il est plus crédible à vos yeux? Non, je ne sais pas qu'il est plus crédible. Il a toute sa crédibilité. Simplement, il a un peu dérivé. Je ne sais pas pourquoi. C'est une affaire d'égo piqué. Chez les gens, non, je ne suis pas d'accord. De dériver. Bon, c'est une question c'est peut-être la vieillesse, j'en sais rien. Du fonctionnement de l'Assemblée nationale. Mais il y a Courson, c'est toujours. Elle a été une très bonne présidente. Laissez Thomas vous croyez qu'elle est crédible? Elle pourrait revenir? Parfaitement. Charles de Courson s'est battu, et notamment à travers la réforme des retraites, pour faire en sorte que le débat parlementaire ait lieu. Et il a regretté que le débat n'ait pas lieu sur ce texte si important, sur lequel il y a encore beaucoup à faire, d'ailleurs, notamment une retraite par capitalisation qui me paraît indispensable. Enfin, de là à essayer de faire tomber un gouvernement, excusez-moi, c'est un peu le marteau pour écraser une mouche. On n'est pas à gauche, mais là on sent les tensions, entre jambe droite. On parlait de la gauche, on évolue vers le centre droit. Moi j'ai envie surtout de penser là, à ce moment, à cette droite qui ne dit rien. Vraiment, on va en parler dans un instant. Rien, alors que tout se joue ces jours-ci, en fait. Et il faut qu'elle participe au rapport de force, parce qu'après, il y aura le poste de président de l'Assemblée nationale, il y aura les postes de vice-président, et des postes importants, c'est pas seulement des postes pour les personnes, c'est des postes pour le pouvoir, pour imposer nos idées, des idées de droite. On va y venir dans le quart d'heure suivant, mais finissons avec la gauche, avec tout de même cette interpellation ce matin sur BFM TV, chez nos confrères de BFM TV, de Fabien Roussel, qui dit finalement à ses camarades, attention, si vous ne revenez pas discuter, vous allez être responsable de la déchirure, et c'est vous qui, devant l'histoire, serez les responsables, porterez le chapeau, ce lourd héritage où on dira, finalement, en 2024, à cause d'un tel ou un tel, si vous ne venez plus discuter. Ils sont déjà en train de prendre acte de la déchirure définitive, Jean-Philippe Ducoing-Clément. Mais enfin, le Nouveau Front Populaire, c'est un groupement de partis qui n'avaient rien en commun, qui n'étaient pas d'accord sur le programme. Et on a parlé tout à l'heure du nucléaire et des affaires étrangères. Non, ils sont mis d'accord à minima, avec des impasses totales sur la politique étrangère, sur l'énergie, sur énormément de champs de ce type, pour sauver des députés. Donc, ça a été une construction totalement artificielle qui aujourd'hui, après avoir expliqué qu'elle avait gagné, de manière à créer une fureur, une incompréhension, une colère chez son électorat, se rend compte qu'effectivement, à 30%, quand on ne veut pas discuter avec les autres, on ne peut pas gouverner. Et donc aujourd'hui, cherchent à faire porter le poids de la faute. Et ils sont en train de chercher à se rebasculer le mistigris les uns les autres. Et puis vous avez plusieurs personnes à gauche, vous parlez de Fabien Roussel à l'instant, qui veulent passer pour les plus unionistes parmi les unionistes en disant, regardez, c'est moi qui vais faire le rassemblement, il faut nous écouter. Faut comprendre la suite du message, c'est il y a des personnes qui, elles, ne veulent pas à gauche, notamment Mélenchon, qui est extrême, mais on n'est pas avec Mélenchon. Moi, ce qui me surprend aussi, c'est qu'il y a certaines personnes qu'on n'entend pas. François Hollande, ancien président de la République, que là, il a disparu là. Élu député Front Populaire avec la promesse du SMIC à 1 600 €. Quand on a été président et qu'on connaît l'état des finances publiques, on peut se demander ce qui lui est tombé sur la tête. On ne l'entend pas. Il voulait se faire réélire. Il ne dit pas un mot. Depuis cette histoire-là, il a quand même une responsabilité morale en tant qu'ancien chef de l'État de la 7e puissance mondiale, ayant participé et contribué à cet accord, à s'exprimer aujourd'hui. Bon, mais attendez, parce que à part peut-être Samuel Lafont, qui est à l'extrême droite, qui est avec Zemmour, non, très bien, à droite si vous voulez, à part Samuel Lafont, qui n'envisagerait pas, ou sa famille politique, de travailler avec ceux qu'on vient de citer, pardon messieurs, mais tous les trois, demain, soyez honnêtes, si demain il y a une coalition, on va parler de la droite dans un instant, il faudra bien qu'elle aille chercher des voix aussi des députés pour voter, peut-être au centre, mais même à gauche, mais même au PS. Dans tous les gens que vous venez de critiquer, y compris Hollande, vous allez peut-être avoir besoin qu'il vous rallie dans quelques jours. C'est peut-être la bouée de sauvetage de cette malheureuse dissolution, c'est que finalement en même temps se fera opérationnellement. Le nouveau Front Populaire explose, envole, ce qu'il aurait dû faire d'ailleurs depuis un certain temps, puisque effectivement ça a été dit à plusieurs reprises, rien ne les rapproche. Et demain, vous leur ouvrirez la porte. Et demain, vous allez leur ouvrir la porte. C'est ça que je suis en train de dire. Il y a des gens et donc, il y a des gens avec lesquels il est parfaitement... Il y a des gens avec lesquels il est parfaitement possible de travailler. Jérôme Guedj par ici, François Hollande... Non mais excusez-moi, les Français ont désigné une chambre. Cette chambre fait qu'il n'y a aucune majorité. On peut s'en féliciter, on peut le regretter, c'est comme ça. Et donc les Français ont décidé de répartir les cartes d'une certaine manière entre les formations politiques. Le rôle des formations politiques, si elles sont responsables, c'est d'arriver à parler entre elles. Il y en a deux qui ne veulent pas, qui ne peuvent pas, c'est LFI et le Front National. Bien évidemment, il doit y avoir des discussions entre les autres formations. Ce qui se fait dans toutes les grandes démocraties. On va voir ça dans un instant. On va revenir sur la façon dont la droite et le centre sont en train de se préparer après avoir pris acte peut-être de l'implosion, de l'explosion de la gauche. À tout de suite sur Sud Radio, les grands débats. Mettez-vous d'accord. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.
Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Thierry Guerrier. Alors maintenant, on va essayer de voir si vous vous mettez d'accord, messieurs Jérôme Dubus, Thomas Alexoser, Samuel Lafont, Jean-Philippe Dugoin-Clément, si vous vous mettez d'accord sur ce qui est en train de se passer à droite et sur cette éventuelle marche vers une coalition entre le centre, la droite, LR, ce qu'il en reste, sans le RN bien sûr, mais finalement, on a lu que le président de la République, Emmanuel Macron, était en train de regarder avec un certain intérêt la proposition de pacte législatif de Laurent Wauquiez, qui est le nouveau patron de ce qui reste des LR. Alors il y a ce pacte législatif, et puis il y a Hervé Morin et Jean-François Copé, qui hier signaient dans le Figaro un appel à la mobilisation de la droite au fond pour s'entendre, pour discuter, pour être responsable, comme disait Jérôme Dubus. Et puis il y a Horizon parce qu'il y a un enjeu, on l'a dit tout à l'heure, c'est le perchoir, c'est la présidence de l'Assemblée, c'est là que les rapports de force vont se faire. Et là, écoutez bien, c'était chez Benjamin Glaise tout à l'heure, et là Frédéric Valletoux, qui est Horizon, qui est toujours ministre de la Santé, donc qui est proche d'Édouard Philippe, il achetait un nom, il a fait une proposition pour le perchoir. On réfléchit à présenter une candidate, donc tout ça sera stabilisé. Vous voulez pas préciser de qui il s'agit? On avait une très bonne vice-présidente de l'Assemblée nationale qui s'appelait Naïma Mouchou. On verra demain si elle décide de pousser sa candidature avec notre soutien, mais je verrai ça d'un bon œil. Voilà, c'est Frédéric Valletoux qui s'exprimait tout à l'heure chez Benjamin Glaise sur Sud Radio. Alors, Naïma Mouchou, députée Horizon du Val d'Oise, ancienne vice-présidente de l'Assemblée nationale, pour le perchoir. Jérôme Dubus, vous proposez ce nom, alors? Non. Attendez, si. ça n'a pas été débattu, je suis désolé. Ah, ça y est. Même au sein d'Horizon, ils sont pas d'accord. Mais attendez. Je rigole, mais enfin, c'est pas drôle. Il y a une candidate qui, moi, à mon avis, alors je parle à titre personnel, bien évidemment. Il y a une candidate qui s'appelle Yael Braun-Pivet, qui a eu le soutien de Gérard Larcher pendant les élections législatives, puisqu'il est venu à plusieurs reprises et qui lui a donné son soutien. Je crois que c'est la bonne candidate. Voilà. Ouais, on ne va pas commencer à diviser encore ce qui reste de la majorité présidentielle. Oui, mais il y a une nouvelle ligne chez Ensemble qui est de dire ni LFI, ni RN, et elle a discuté avec le RN. Donc, mais non, c'est pas du tout ce qu'elle est. On ne sait pas qui a discuté avec le RN. Sans parler du perchoir, Thierry, si on peut revenir à l'ouverture de votre débat. La droite se parle et doit se parler, je pense. Les Français, ils attendent plusieurs choses. Ils attendent un plan de lutte contre l'immigration clandestine important. Ils attendent le retour de l'ordre et de la sécurité partout, à l'école, dans la rue, dans les quartiers. Il y a un plan de lutte contre la drogue gigantesque qui doit être mis en place, qui fait des ravages, y compris chez moi dans les campagnes, y compris chez moi dans les villages. Et je pense qu'il est nécessaire, Hervé Morin, Jean-François Copé ont lancé un appel hier dans le Figaro et aujourd'hui dans la version papier. Laurent Wauquiez, Bruno Retailleau évoquent un pacte législatif d'idées communes. Je pense qu'il est nécessaire, sans parler de coalition ou de gouvernement, déjà de présenter aux Français des idées communes qui ont l'assentiment de tous et qui doivent parler au quotidien des Français. Parce que les batailles pour les perchoirs, pour la vice-présidence de l'Assemblée, pour être secrétaire parce qu'on gagne 1 000 € de plus, désolé, ça n'intéresse pas les Français. N'empêche que c'est ça que même les partis de droite sont en train de négocier. Non, Jean-Philippe Dugoin-Clément, si vous voulez, il y a deux choses. C'est quoi les fondamentaux attendus par les Français? Je vous rejoins, vous pouvez rajouter le pouvoir d'achat. Parce qu'effectivement, la sécurité, l'immigration, le pouvoir d'achat, c'est les 3 grands sujets qui touchent les Français aujourd'hui. Et d'ailleurs, congénérait la montée de l'extrême gauche ou de l'extrême droite, selon le curseur. La réalité de ce qui va se passer sur l'élection de la présidence de l'Assemblée, c'est pas aussi anecdotique que ça. Pourquoi? Parce que dans un schéma totalement tripartite, dans un schéma où on n'a plus de référentiel majoritaire, ce qui est le mode de fonctionnement de la Ve République depuis plus de 70 ans, eh bien, la personne qui sortira au 3e tour de scrutin, probablement, c'est-à-dire avec une majorité relative, c'est ce qui peut donner déjà un ordre d'idée d'une coalition ou de partis qui sont prêts à travailler, à parler entre eux. Ouais. Et moi, j'appelle à la responsabilité. Quand on est responsable politique, il y a le mot responsabilité. On ne peut pas laisser le pays pendant 1 an jusqu'à une éventuelle prochaine dissolution, 14 mois même, on ne va pas dissoudre un 15 août, dans cette situation d'ingouvernabilité. Donc, vos leaders, Laurent Wauquiez, Jean-François Copé, Hervé Morin, sont tous en train de nous préparer, c'est ce que vous êtes en train de faire en ce moment sur Sud Radio, vous êtes en train de nous préparer à une coalition centre-droit. Non mais écoutez, c'est très clair, cette coalition, elle aurait dû exister depuis 2022. Moi, je l'ai appelé à plusieurs reprises de mes vœux sur toutes les antennes, dans les
dans les états-majors, etc. Ça n'a pas pu se faire. Pourquoi ? Pour 2 raisons. La première, c'est que Emmanuel Macron voulait plutôt des débauchages individuels. Bon, on a vu ce que ça donnait, plutôt qu'un contrat de législature en bonne et due forme. Et puis de l'autre côté, du côté de LR, LR n'avait pas envie non plus. Bon, voilà, il y avait une majorité qui était contre parce qu'ils considéraient que c'était venir en appui d'un macronisme qui était en train de se terminer. Bon, on y arrive. Enfin, on y arrive. Bon, alors, vous voyez, vous êtes en train de reconnaître ici en direct que finalement, on y va vers cette coalition. Ce qu'il faut voir, quel est l'intérêt des Français ? On sait très bien aujourd'hui, après le second tour, qu'il ne peut pas y avoir de majorité absolue du camp patriote à l'Assemblée nationale. Donc ça, c'est mis de côté. Donc il n'y aura pas le programme qu'on veut. Il y aura pas le programme qu'on veut à l'Assemblée nationale. Mais il faut éviter la stratégie du pire, et donc il faut éviter absolument qu'en ne faisant rien et en ne disant rien, on se retrouve presque par hasard avec un Premier ministre et un gouvernement de gauche ou de centre-gauche, alors qu'on peut très bien, dès maintenant, discuter. Je comprends très bien que chez Ensemble et autour d'Emmanuel Macron, ils ne veulent pas forcément tous discuter avec LR et que les LR ne veulent pas discuter. Et moi, je ne suis pas chez eux. Moi, je ne suis pas porte-parole de Reconquête. Mais la réalité, c'est que si on peut agir rapidement pour les Français, en partie sur la sécurité, sur l'immigration, pas seulement illégale, sur l'immigration en général, pour le pouvoir d'achat, sur le logement, sur la santé, contre la désertification médicale, sur la baisse des dépenses publiques, il faut le faire. Parce que si la droite n'agit pas aujourd'hui, qu'est-ce qui se passera ? Eh bien, on aura un gouvernement de gauche qui nous fera l'augmentation des impôts, plus d'insécurité, plus d'immigration, etc. C'est intéressant ce qui se passe, vous voyez, même en direct, et c'est ça le grand débat, mettez-vous d'accord, sur Sud Radio, dans ce rendez-vous habituel de Valérie Expert, et dont vous êtes des habitués plus que moi, messieurs. Eh bien, finalement, qu'est-ce qui se passe là en direct ? Vous êtes tous les trois, Jérôme Dubus, Thomas Alexozer et Jean-Philippe Dugoin-Clément, assez d'accord sur l'idée que cette coalition de centre-droit est en train d'émerger. Et on voit que Samuel Lafont, qui est plutôt du côté RN Reconquête, lui nous dit on l'accueillera avec une certaine sympathie si ça doit permettre de répondre aux problèmes des Français. Mais c'est ça qui est en train d'émerger. Pourquoi ? Parce que fondamentalement, 70% des Français ont refusé le programme de la gauche, qui est un programme de gauche radicale, qui a été orienté et tourné autour de LFI. Et dans un pays qui est tout sauf un pays d'extrême gauche, il y a effectivement cette logique de refuser les choses. Et je rajoute qu'une coalition autour de la droite et du centre-droit, ce que prône l'ensemble de nos responsables politiques, c'est la seule qui peut non seulement arriver à avoir un équilibrage à l'Assemblée nationale, mais qui est majoritaire au Sénat. Je rappelle que la majorité au Sénat, c'est Hervé Marseille et Retailleau. Et donc la réalité de cet équilibrage des chambres, il n'est pas faisable autrement. Oui, mais attendez, vous vous rendez compte du choc psychologique pour les Français qui sortent du deuxième tour le soir du 7 juillet avec une gauche qui a gagné. Non, parce que Mélenchon l'a avec un mensonge de Mélenchon. Il y a surtout quelque chose qu'il faut dire de manière très claire, c'est que rien ne nous sépare sur le fond. Ce qui n'est pas du tout la situation de la gauche. Rien ne nous sépare. Moi, la tribune de Copé et de Morin, je la signe demain. Il n'y a aucun souci. Donc, il y a 90% du groupe aujourd'hui ensemble et sur cette position-là. On a compris que vous ne prenez pas Mme Tubiana maintenant. On n'est pas en train de constituer un gouvernement en direct. Non, mais c'est ça qui est important. Ce serait pas mal de le faire ici. Puis Valérie Expert comme Première ministre. Quand on est d'accord sur le fond, c'est quand même beaucoup plus facile, si vous voulez. Non, mais on est dans un cas figure extraordinaire. On a un gouvernement qui doit malgré tout garantir la stabilité vis-à-vis des Jeux Olympiques. On a le monde entier qui va nous regarder. Le 26 juillet, cette cérémonie qui, je pense, par le talent de Thomas Joly, sera extraordinaire. Et à un moment donné, il faut aussi... Thomas Joly, rappelez-nous. Le metteur en scène de la cérémonie d'ouverture, qui est un très grand metteur en scène de théâtre dramatique, qui, je pense, aura réalisé quelque chose d'extraordinaire. Il marche pas sur l'eau, mais on va voir s'il marche sur l'eau. Ça devrait être formidable. Et donc, cette période est extraordinaire. C'est pour ça que j'appelais, que d'autres l'ont fait, Valérie Pécresse notamment aussi, à dire que certains ministres qui ont suivi depuis des années la préparation de cet événement centenaire, ça fait 100 ans qu'on n'a pas eu les Jeux Olympiques en France. Le ministre des Transports, le ministre des Sports, le ministre de l'Intérieur, de la Défense, etc., doivent être aux manettes. Après, il faut que les forces se parlent. C'est l'intérêt supérieur de la nation. Quand Bruxelles va nous tomber dessus... Là, vous êtes mis d'accord tous les quatre ce matin là-dessus. Comment vous allez faire pour boucler votre budget ? Comment on va faire pour payer les créanciers, pour rassurer les marchés en octobre, quand il va falloir que le budget soit voté avant la mi-octobre ? Il va falloir que les gens se parlent et travaillent ensemble. Le budget, il est voté fin décembre, mais peu importe. Il faut qu'il soit présenté début octobre. Il est voté fin décembre. On a jusqu'au 31 décembre. Mais peu importe, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est quand même de dire, je le répète, que
pas une feuille de papier à cigarette qui nous Non, mais là, vous êtes assez d'accord tous les quatre ce matin. Bon, moi, je propose Valérie Expert comme Premier ministre. Ça, c'est clair. Faut la rappeler d'urgence. Je sais pas si Mélenchon va dire oui. Elle se prépare en vacances. Bon, en revanche, je reviens sur un point. Tout de même, finalement, vous êtes en train de dire que la gauche, l'Assemblée, les discussions, toutes ces négociations, ces tractations, c'est Emmanuel Macron qui a eu raison. Finalement, tout ça est en train de faire la pédagogie de sa méthode. Finalement, la pédagogie de l'échec de la gauche. C'est plus complexe. Il a laissé venir, il plus complexe que ça. Et dans une heure, on saura peut-être d'ailleurs si Gabriel Attal a toujours Premier ministre. Il a créé une situation totalement inextricable. Après, on prend acte de cette situation et il faut essayer d'en sortir par le haut et de ne pas bloquer, de ne pas paralyser le pays. Et pas paralyser le pays, ça aurait peut-être été plus simple. S'il ne dissolve pas, il y a quand même eu toute une série de choses dont on peut se poser la question, est-ce que ça aurait dû être fait ou pas? Peu importe, ça a été fait et c'est comme ça. Maintenant, il y a une situation et cette situation, elle doit imposer à toutes les personnes qui sont politiquement responsables de se parler. Et moi, j'inclus dedans des sociodémocrates. Il y a des gens au PS ou à gauche qui peuvent parfaitement être dans des logiques de discussion. On en vient des Jérôme Guedj ou des gens comme ça. Il n'y a aucune difficulté. C'est très difficile, bien sûr, d'avoir raison dans ce contexte. Il ne faut quand même pas oublier que 11 millions d'électeurs ont mis un bulletin Rassemblement National en espérant un Bardella à 28 ans Premier ministre. Il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas oublier ces Français-là. Il ne faut pas oublier aussi que le visage de l'Assemblée au second tour n'était pas le visage prévu, puisqu'il y a quand même eu 200 désistements, avec aussi, il faut le dire, une mobilisation forte d'une partie des Français qui a voulu faire barrage à tout prix au Rassemblement National. Bon, mais quand on vous écoute, Thomas, excusez-moi, mais on se dit aussi que les Français vont pas accepter cette coalition de centre-droit si elle arrive au pouvoir. Parce que le 7 au soir, on leur a dit la gauche a gagné. Il faut déjà parler d'idées. C'est le sens de l'appel de Copé, de Morin, de Retailleau, de Wauquiez. Il faut parler d'idées et de voir s'il n'y a pas, en effet, je pense que sur la sécurité ou l'immigration, je vois mal le Rassemblement National voter contre des propositions qui iraient dans le sens de ce qu'ils défendent. Lafont, Jérôme Dubus. Alors, vous parliez du fait qu'Emmanuel Macron ait pu gagner son pari. Si le pari d'Emmanuel Macron, c'est de mettre la France dans une situation compliquée, si c'est de faire en sorte que des Français se sentent volés avec l'élection, il a réussi son pari. Je pense aussi qu'il y a aussi un élément dont on ne parle jamais. C'est qu'il a des soutiens chez Emmanuel Macron qui lui reprochent évidemment d'avoir fait cette dissolution parce qu'il y en a plein qui ont perdu leur poste et qu'il a moins de majorité qu'auparavant. Moi, j'ai envie de parler aux Français. J'ai envie de parler aux Français, des Français. On n'arrête pas, sur Sud Radio, effectivement, il y a 11 millions de Français qui ont mis un bulletin du Rassemblement National, des Français qui ont voté aussi pour Reconquête au premier tour et qui ne se sentent pas représentés à l'Assemblée Nationale aujourd'hui. Eux, ce qu'ils veulent surtout pas, clairement, c'est d'avoir un Mélenchon au pouvoir, c'est d'avoir encore ce scénario de gauche qui continue à se dérouler, d'une gauche qui aurait gagné alors que la gauche n'a pas gagné. La France n'est pas un pays de gauche. Mais vous dites quoi aux Français? Parce que très bien, très concrètement, il faut qu'avec ce qu'on a entre les mains, c'est-à-dire une assemblée qui est divisée, on est un gouvernement qui agit sur l'essentiel, la sécurité, l'immigration, les dépenses publiques. Attention, mais quand je regarde les votes qui ont lieu pendant 2 ans avec la majorité relative qu'avait le président Macron, quand je regarde les votes, la cohérence des votes, elle est entre LR et la majorité, l'ex-majorité présidentielle. Voilà, il n'y a pas de souci. 90% des votes ont été des votes communs. On aura réussi ça ce matin sur Mettez-vous d'accord. Vous voyez bien que finalement, on voit émerger cette coalition de centre-droit, déjà au moins autour de cette table dans ce studio de Sud Radio ce matin. Mettez-vous d'accord avec nos 4 débatteurs qu'on va retrouver dans quelques instants avec vous, j'espère, pour parler des États-Unis et de ce ticket étonnant Trump-Vance. Qui est ce jeune James David Vance? À tout de suite avec nous sur Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Thierry Guerrier. Avec nous, pour ce dernier quart d'heure, on va parler des États-Unis. Avec nous, Jérôme Dubus, Thomas Elexozer, Samuel Lafont et Jean-Philippe Dugoin-Clément. Alors, je vous livre un autre nom. Enfin, vous l'avez entendu, bien sûr, peut-être depuis hier soir. Il a été désigné, choisi par Donald Trump pour l'accompagner dans ce qu'on appelle le ticket, bien sûr, la candidature du Parti républicain actée par la convention du Parti républicain dans le Wisconsin. Donc, ce James David Vance, quelqu'un
quelqu'un connaît parmi vous quatre James David Vance, 39 ans. La presse en dit. Voilà. Il a ancien militaire, auteur, ancien Marines, en effet. Il est sénateur de l'Ohio maintenant, et il a été auteur de plusieurs romans et des polars, notamment. Moi, ce qui me fascine, et j'ai déjà dit à cette antenne, c'est l'obsession de la France pour les élections américaines. Non, mais c'est normal qu'on soit. On ne consacre pas autant de médias et de temps d'antenne à ce qui se passe en Inde, à ce qui se passe en Chine. Nous sommes en Chine, il n'y a pas d'élection, donc c'est facile. On s'intéresse au rapport de force au sein du Parti communiste chinois. Nous sommes obsédés par ce qui se passe aux États-Unis. Bien évidemment que l'attaque dont a été victime l'ancien président Trump, et que d'ailleurs beaucoup de presse n'arrête pas de qualifier comme le milliardaire, non, c'est pas le milliardaire, c'est l'ancien président des États-Unis, est très grave. C'était un milliardaire. Mais ce que je tiens à dire, c'est que je ne comprends pas cette obsession absolue. Vous allez sur Quotidien, sur une chaîne concurrente, tous les jours on vous parle de ce qui se passe, des meetings, de la petite attaque, de la petite phrase. Je ne crois pas que les Américains parlent autant de ce qui se passe en France. On n'a pas le même poids. Et je ne comprends pas l'Inde, qui est quand même une superpuissance mondiale, qui dépasse le milliard d'habitants. On a parlé des élections de... Pas autant, pas suffisamment. Il y a plein de conflits, de mouvements qui se déroulent en Afrique dont on ne parle pas. Et je trouve qu'on a cette obsession américaine qui monopolise le temps d'antenne en France, qui me paraît hallucinante. Vous avez des racines gaulliennes anti-américaines? Non, pas du tout. Bien au contraire. Vous savez, je suis né sur le sol américain. Je dirais que c'est assez nouveau, en réalité. Ça date de Trump. Parce que les élections américaines, on n'en parlait pas autant. Obama, on en a parlé. Non, on n'en a pas autant. Et pardon, Jérôme, mais Obama, c'était Trump sature les écrans. Non, mais pardon, moi j'ai le souvenir, pardon, là, vous allez, mais comme je suis un vieux journaliste, je me souviens très bien de mon camarade et ami Ulysse Gosset, couvrant remarquablement pour TF1 pendant des années les différentes élections américaines. À chaque fois, il y a des émissions spéciales, TF1, LCI, France 2. Trump sature les écrans quand même. Non, mais là, en ce moment, on y est revenu, mais il s'est passé quelque chose quand même là. Non, mais même avant. Ouais, bon. Alors Vance, très simplement, c'est une très grande puissance. Le système est assez simple à comprendre. Il y a 2 candidats qui sont assez médiatisés. Ça fait des années qu'on parle des élections américaines en France, donc il y a l'habitude aussi. Le système des élections en Inde, il est méconnu des Français. Le pays semble plus loin. On a des rapports plus récents avec l'Inde, donc c'est normal qu'on parle davantage de ce qui se passe aux États-Unis. Bon, en l'occurrence, on parle maintenant du ticket entre Donald Trump et ce Vance, qui était un critique fervent de Donald Trump il y a quelques années. Qui est très intéressant. Finalement, il a changé de position, mais c'est possible. Les gens finissent par se parler. Il peut avoir son intérêt également. Il représente une droite aussi très conservatrice. La plupart des gens, en tout cas, évidemment, l'élection n'est pas faite à l'avance. Lors de l'élection de Donald Trump, moi j'avais vu au tout début, vous savez, il était à 1% de Donald Trump dans le sondage. En 2016. Je m'étais dit, j'étais pas le seul, mais celui-ci, il fait quand même pas mal parler de lui, et finalement, je m'étais pas trompé. Là, on verra ce qui se passe, mais beaucoup de commentateurs disent très clairement qu'il a de fortes chances de l'emporter face à Biden, dont on a vu que le premier débat était compliqué. Bon, mais alors ce qui est intéressant, on s'est intéressé hier au fait que Donald Trump mettait de l'eau dans son vin, devenait plus unitaire, rassembleur. Et rassembleur. Et là, eh bien, il semblerait que cette désignation de Vance, ce soit aussi une façon pour Donald Trump de modifier son image et de recentrer. Je m'explique, ce James David Vance a été longtemps, comme vous venez de le dire, Samuel Daffon, un de ses adversaires au sein du Parti républicain, mais drastique. Enfin, il disait pique-prendre de Trump. Même Trump élu, il l'a même comparé à Hitler. Non, mais c'est très intelligent dans l'affaire dans le choix de Vance. Il a pris un sénateur de l'Ohio. Il a pris un sénateur de l'Ohio qui était un swing state. Voilà, c'est-à-dire un des États qui décide. C'est un des États qui décide. Il y en a une petite dizaine. Il y a la Pennsylvanie, il y a l'Ohio, etc. Et l'Ohio avait voté en 2016 pour Trump contre Hillary Clinton, a basculé en 2020 en faveur de Biden, et là va vraisemblablement rebasculer. Oui, parce que c'est un fils d'ouvrier, ce James David Vance, qui est devenu d'abord soldat, puis on l'a dit écrivain, et aujourd'hui sénateur de l'Ohio, qui est un protestant qui invoque Dieu lui aussi énormément, la religion. Et c'est un choix malin pour Trump, parce que c'est un nouveau visage, c'est un visage qui est jeune, au moment où on voit bien que l'âge et la situation du président Biden interrogent dans le monde entier. Il a moins de 40 ans, et c'est aussi un représentant de la droite très conservatrice américaine qui pèse énormément. Vous savez, on a aux États-Unis ces 2 Amériques, le bloc bleu, le bloc rouge, et il est un anti-avortement très dur, et il permet d'apporter une radicalité au discours de Trump. Et alors, il est très hostile à l'aide à l'Ukraine. Ça, ce serait un basculement. On peut encore changer d'avis une fois vice-président, mais enfin, ça vous inquiète pas, ça ?
Alors, si vous voulez, il y a deux choses. Jean-Philippe Dugoin-Clément. Il y a ceux qui l'incarnent, qui est un isolationnisme complet, qui est une vision extrêmement rigoriste du monde. Disiez sur l'avortement, on pourrait prendre d'autres sujets. Je pense que fondamentalement, Trump s'en fiche. La question du vice-président de Trump n'intéresse pas Trump. Dans la logique trumpienne du pouvoir, c'est un accessite, c'est un accessoire. Ouais. Et donc le seul intérêt pour Trump de son vice-président, c'est électoralement à qui est-ce qu'il parle. Il avait la possibilité de prendre une femme, on sait qu'il passe mal par rapport à l'électorat femme. Il avait la possibilité d'aller chercher un représentant d'une minorité, notamment sur les minorités hispanisantes. Il a pris le parti de prendre quelqu'un qui soit extrêmement conservateur et qui parle aux États du Midwest, là où effectivement, ce que disait Jérôme tout à l'heure, il y a un certain nombre d'États qui sont des swing states, c'est-à-dire des États qui peuvent permettre de faire basculer l'élection. C'est un choix purement politique. Je pense qu'en termes de gestion de l'État par Trump, il soutiendra l'Ukraine s'il décide que c'est quelque chose qui est bénéfique pour lui. Il ne le soutiendra pas s'il ne le décide pas. Il ne le fera pas en fonction de son vice-président. Quand John Fitzgerald Kennedy, JFK, choisit celui qu'il déteste au sein du parti démocrate, son adversaire, son opposant, son rival Johnson, et ben finalement il choisit de le prendre comme vice-président pour gagner les élections, mais après il s'en débarrasse. Mais déjà ça commence par rassembler autour de soi une élection, quel que soit le camp politique. Jérôme Debus. Non, mais pour en revenir à l'Ukraine, la question que vous avez posée, moi je me fais aucun souci, puisque M. Trump nous a dit qu'en 24 heures il allait régler le problème. Donc le problème de Monsieur Vance n'aura pas à s'exprimer sur l'Ukraine, puisqu'en 24 heures, le problème sera réglé. Ouais, bon, je vois bien l'ironie, mais enfin, il y a quand même un risque là Alors vous, Samuel Lafont, vous n'êtes pas un grand soutien à l'Ukraine. C'est bien qu'on ait, c'est pas le sujet, c'est bien qu'on ait parlé de la stratégie électorale, à mon avis, aux États-Unis, parce qu'on n'en parle jamais. Le fait est que cette élection se joue pas simplement avec le nombre de personnes qui votent pour un candidat. Il faut gagner État par État. Là, il y a de plus en plus de Français maintenant qui sont au courant, puisque, comme on le disait à l'instant, les élections américaines sont médiatisées en France. Et le souci de Donald Trump la dernière fois, c'est qu'il y a des États qui sont passés pour lui du mauvais côté. Et là, il peut avoir bon espoir de récupérer ces États et donc d'être élu et peut-être même haut la main. Thomas Alexoser. Non, ça va encore donner des heures d'antenne. Vous n'aimez pas qu'on parle des États-Unis, hein. Non, j'ai un fait pour les États-Unis parce que c'est mon parcours personnel. Mais je trouve qu'on y consacre beaucoup d'énergie. Néanmoins, l'élection a lieu en novembre. Le président Biden a malgré tout un excellent bilan à son actif. De toute façon, c'est bien qu'on se fait pas réélire sur le bilan. Obama a quand même réussi à faire 2 mandats d'affilée, et bon, je pense que Biden n'est pas prêt à lâcher parce qu'il estime qu'il est aussi le rempart face aux excès du Tea Party, face aux extraits de l'aile droite du Parti républicain, et face aux extraits du personnage qui est Donald Trump. Quant au bilan de M. Biden, vous en parlez aux Américains, un certain nombre d'Américains des classes populaires, des classes ouvrières, etc., enfin ce qu'il en reste, je peux vous dire que Biden est détesté. Pourquoi ? Alors c'est pas dû à lui uniquement, parce que leur pouvoir d'achat était largement amputé. Mais enfin, pourtant, il a progressé. Et la fameuse IRA, c'est-à-dire mais quand vous parlez aux classes populaires qui sont dans ces... Pour relancer l'économie, cet électorat-là qui a basculé dans ces swing states au moment de 2020, qui ont basculé vers Biden, vers les démocrates, ils sont en train de complètement rebasculer, y compris un certain nombre de minorités. Un petit chiffre qui devrait vous faire, sinon rêver, du moins vous intéresser. Depuis l'attentat, là, et depuis quelques heures et la nomination de Vance, 85 millions de dollars sont arrivés sur les comptes de la campagne Trump. C'est-à-dire que les donateurs qui étaient très en retrait depuis le procès en viol, et qui commençaient à se poser des questions et qui allaient plus du tout, qui allaient sur Biden mais qui allaient plus sur Trump, sont revenus là en quelques heures. Ce qu'il faut voir, c'est que les campagnes aux États-Unis coûtent très cher. On parlait de l'Inde, maintenant aussi ça coûte très cher en Inde. Et on n'a pas l'habitude, beaucoup en France, dans le monde politique, de faire, et même dans le monde associatif, faire des appels à dons. Et, on ne peut pas aller au-delà de 7 000 euros. Non, mais même au-delà de ça, il n'y a pas cette logique. Pourtant, on en a besoin. Je peux vous dire, ce qui s'est passé pour la campagne présidentielle d'Éric Zemmour, on a levé 14 millions. On avait besoin, on n'avait pas d'argent au début, donc il faut absolument trouver des donateurs. Mais Marie-Maréchal Le Pen est partie avec. Elle les a dépensés. Peut-être la suite, vous verrez peut-être la suite. De dons, là. Elle a tout claqué. Le parti, elle a craqué la caisse. Je ne reviendrai pas là-dessus. Je comprends pourquoi vous revenez sur les dons. Ce qui est certain, c'est que le parti finance
croissance saine et durable. Et je voudrais, mesdames et messieurs, auditeurs de Sud Radio, on vous entendra pas les applaudir, mais qu'on remercie Jérôme Debus, Thomas Alexoser, Samuel Lafont et Jean-Philippe Dugouin-Clément d'être venus ce matin débattre dans Mettez-vous d'accord. On vous retrouvera dans les jours et les semaines qui viennent pendant l'été, peut-être avec un nouveau gouvernement, qui sait, sur Sud Radio. Merci à tous les quatre d'avoir été ce matin présents sur Sud Radio. Allez, on se retrouve tout de suite après le journal de midi pour notre nouveau rendez-vous, les JO dans tous leurs états. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons